Bienvenue à la capsule éducative sur le suicide. Dans cette capsule, il sera abordé les mythes et les réalités concernant ce sujet, également la schématisation du processus suicidaire, l'évaluation du plan suicidaire et comment intervenir avec les personnes présentant des troubles suicidaires. Alors, commençons tout d'abord avec les mythes et réalités. Vrai ou faux? Les personnes qui veulent se suicider ne font pas connaître leurs intentions à leur entourage avant de passer à l'acte. Faux. Sur 10 personnes qui se suicident ou tentent de le faire, 8 donnent des signes de leur intention. Ces signes précurseurs peuvent être verbaux ou non verbaux. Alors, lorsque vous communiquez avec vos patients, il est important que si le patient utilise des termes qui sont tendancieux, nébuleux, que vous n'êtes pas certain qu'il parle d'idées suicidaires, c'est votre devoir de lui demander des précisions et des éclaircissements par rapport à ça. Parce que si jamais il y a des idées suicidaires présentes, vous devriez les prendre en considération dans l'évaluation de la sécurité de votre patient. Vrai ou faux? Les personnes suicidaires sont réellement décidées à mourir. Faux. Les personnes suicidaires veulent cesser de souffrir. Différence très importante. Elles ne veulent pas nécessairement cesser de vivre. La plupart des personnes suicidaires sont ambivalentes sur leurs sentiments à l'égard de la vie ou de la mort. Bon nombre d'entre elles, entre guillemets, jouent avec la mort et voient leur tentative comme un appel au secours pour qu'on les aide. Vrai ou faux? Les personnes qui se suicident sont courageuses. Faux. Le courage ou la lâcheté n'a rien à voir avec le suicide. Une personne se suicide ou tente de le faire lorsque sa vie est devenue insupportable, c'est-à-dire qu'elle a atteint sa limite quant à la tolérance à la souffrance. Vrai ou faux? Suicidaire un jour, suicidaire toujours. Faux. Une tentative de suicide survient généralement suite à une perte. Ça peut être une perte reliée à un deuil, une séparation, une perte d'emploi, une maladie. Cette perte engendre une crise qui a un début et une fin. Certaines personnes suicidaires sont dites chroniques, d'autres ne repensent plus au suicide une fois la crise terminée. Les personnes qui désirent mettre fin à leur jour ne sont suicidaires que pendant une courte période. Si on les guérit de leurs sentiments d'autodestructeurs, elles peuvent mener une vie très normale. Vrai ou faux? Suite à une crise, une amélioration signifie que le danger est écarté. Faux. Certaines personnes paraissent momentanément soulagées et de bonne humeur immédiatement après avoir pris la décision de se tuer. Il faut donc être très attentif si une personne suicidaire manifeste une bonne humeur soudaine. La plupart des suicides surviennent dans les 3 mois après une amélioration de la condition du client. Et ça, c'est dans les cas de dépression majeure. Et ça s'explique tout simplement avec la prise des antidépresseurs. Alors, les antidépresseurs prennent entre 4 à 6 semaines à commencer à faire effet. Et les effets bénéfiques vont apparaître environ 90 jours, soit 3 mois plus tard. Alors, quand les patients commencent à être mieux, ils retrouvent l'énergie pour mettre leur plan à exécution. Alors, faites très attention. Une amélioration n'est pas nécessairement un très bon signe. Vrai ou faux? Les tendances suicidaires sont héréditaires. Faux. Aucune étude scientifique n'a prouvé que la tendance au suicide est héréditaire. La présence de plusieurs personnes suicidaires ou plusieurs personnes qui se sont suicidées dans une même famille relève plutôt de l'éducation, de diverses influences et des valeurs qui y circulent. C'est un problème personnel et on peut le prévenir. Toutefois, le suicide d'un membre de la famille augmenterait le facteur de risque chez un individu. Vrai ou faux? Les personnes qui menacent de se suicider ne le font que pour attirer l'attention ou manipuler leur entourage. Faux. Il faut toujours prendre les menaces de suicide au sérieux. Le message transmis par une personne suicidaire est un appel à l'aide. On peut toutefois lui dire qu'elle n'a pas besoin de faire des menaces si c'est le cas, pour être comprise et recevoir de l'aide. Ici, on parle de la personnalité limite. Alors, dans la capsule éducative sur les troubles mentaux, vous avez vu que le trouble de personnalité limite est le seul qui utilise les tentatives de suicide pour manipuler et avoir l'attention de leur entourage. Par contre, dans le cadre de vos fonctions, vous n'êtes pas habilité à faire la différence entre s'agit-il d'une tentative dans le but de manipuler ou une tentative dans le but vraiment de mourir. D'accord? Alors, tous les comportements suicidaires doivent être abordés avec la gravité que soulève l'éventualité d'un tel acte. Vrai ou faux? Les personnes suicidaires souffrent généralement d'une maladie mentale. Faux.
Même si les personnes suicidaires sont extrêmement malheureuses, elles ne sont pas nécessairement psychotiques ou ne souffrent pas forcément d'une quelconque maladie mentale. Elles sont simplement incapables à un moment donné de leur vie d'envisager des solutions de rechange à ce qu'elles vivent comme un problème qu'elles considèrent comme insurmontable. Vrai ou faux? Les personnes qui pensent au suicide paraissent toujours déprimées. Faux! Toutes les personnes suicidaires ne paraissent pas déprimées, certaines semblent dures et insensibles, d'autres font les clowns. Les attitudes servent parfois à masquer une grande tristesse et des pensées suicidaires. Attention! Vrai ou faux? Parler du suicide à une personne l'incite à passer à l'acte. Faux! Le suicide est encore un sujet tabou. C'est en parlant ouvertement du suicide, donc par la prévention, l'information et les interventions que vous allez faire quotidiennement sur la route, que l'on arrivera à le démystifier, de même qu'à dispenser l'écoute et l'aide requise. À Suicide Action, à Montréal, on dit souvent l'espoir, c'est peut-être d'en parler. Comment l'individu en vient qu'à choisir le suicide comme solution à son problème durant une crise? Ici, vous avez la schématisation du processus suicidaire. Dans la schématisation, vous avez toutes les étapes à travers lesquelles votre patient va cheminer pour partir du début de la crise vers, malheureusement, le passage à l'acte. Connaître ces différentes étapes-là va vous aider à faire une meilleure évaluation de votre patient. C'est-à-dire que lorsque vous allez rentrer en relation d'aide avec votre patient et que vous allez le questionner, vous allez pouvoir être en mesure de voir est-ce que ce patient-là représente un danger immédiat, donc il est sur le point de passer à l'acte, ou peut-être même qu'il a déjà passé à l'acte, ou il est au début de la crise. Ce qu'il faut comprendre, par exemple, c'est que peu importe où se trouve le patient dans la schématisation, à partir du moment où il manifeste ou verbalise des idées suicidaires, vous devez obligatoirement le prendre en charge. Et le prendre en charge, c'est le diriger vers les ressources nécessaires qui se trouvent au centre hospitalier pour que ce patient-là ne passe pas à l'acte. Alors, dans le début de crise, comment je peux savoir que mon patient est dans cette catégorie-là? Donc, alors tout simplement, dans le début de la crise, le patient recherche activement des solutions et va de par lui-même éliminer celles qu'il considère qui sont inadéquates. Okay? Alors, en général, on n'est pas vraiment appelé dans le début de la crise, à moins vraiment que l'entourage soit excessivement attentif aux petits signes subtils. Et les signes subtils ici, ils vont se manifester par un changement de comportement. Alors, les changements de comportement pourraient être verbalisé par l'entourage comme étant ben écoute, il me semble que depuis quelque temps, il socialise beaucoup moins, il s'isole plus, il répond plus à son téléphone. Des changements de comportement aussi pourraient être observés comme des changements d'abus. Alors, il consomme plus d'alcool, de la drogue, cigarettes, mange plus, ok? Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que, on l'a déjà vu, dans la crise, il y a beaucoup d'anxiété, hein? Et c'est normal de vouloir essayer de soulager cette anxiété-là. Alors, les patients essaient de par eux-mêmes de trouver des solutions. Si malheureusement ça n'a pas fonctionné, il se pourrait que là, tout à coup, l'idée du suicide surgisse. Et dans cette étape-là, qu'on nomme le flash, c'est à ce moment-là que la première fois où le patient va penser au suicide, qui pourrait peut-être être la solution à son problème. Donc, on va savoir que le patient est dans l'étape du flash quand il envoie des messages verbaux, des messages verbaux qui sont indirects. C'est-à-dire, le patient va verbaliser bon, ben écoutez, quand je serai plus là, ben vous n'aurez plus de problème, tu sais. Écoute, moi je suis prêt à faire le grand voyage, tu sais. Alors, il ne va pas verbaliser directement qu'il veut mourir, qu'il veut se suicider, mais il commence à lancer l'idée que ça se pourrait que demain il soit plus là, ok? Alors, il faut être très, très, très attentif. Et quand le patient utilise des messages verbaux qui sont indirects, c'est de votre responsabilité de vraiment venir préciser
est-ce qu'il parle vraiment de suicide? OK? Si le patient n'a pas été chercher de l'aide et qu'il progresse à travers la schématisation, il va tomber dans la troisième étape qui est l'idéation. Et dans l'idéation, c'est que les idées de suicide sont beaucoup plus fréquentes. Et dans cette étape-ci, malheureusement, vous allez pouvoir la reconnaître suite à une baisse de l'estime de soi. OK? Alors, vous allez pouvoir le voir dans un discours, je vais vous le marquer ici, un discours qui est très négatif. OK? Alors, la personne va commencer à parler, « Ah, écoute, je mérite pas de vivre, je mérite pas ma femme, puis mes enfants sont tellement merveilleux, puis moi, écoute, je suis tellement un pas bon, puis j'ai jamais rien réussi. » Puis c'est très, très, très négatif. OK? Alors, quand le patient est rendu à cette étape-là, il est déjà dans l'idéalisation. Si malheureusement il n'a pu recevoir de l'aide, il va continuer à progresser. Et dans la quatrième étape, c'est la rumination. Et le mot décrit très très bien cette étape-là. L'angoisse est à son maximum et là, il pense constamment au suicide. Le patient essaie de continuer à trouver des solutions, mais tout ce qui revient constamment, c'est le suicide. Le suicide, c'est la meilleure option. Et ici, vous allez pouvoir le voir parce que les messages verbaux, on va mettre un S, les messages verbaux ne sont plus indirects, mais sont directs. C'est-à-dire que le patient va verbaliser clairement, « Écoute, je veux mourir. » Certains vont vous dire, « Je veux arrêter de souffrir, j'en peux plus. » C'est très, très clair. OK? Alors, si personne ne prend ces propos-là au sérieux, votre patient va malheureusement progresser dans l'avant-dernière étape qui est la cristallisation. Et dans la cristallisation, c'est maintenant fait. Il n'y a plus de recherche de solution autre que le suicide. Alors, votre patient a déterminé qu'effectivement, le suicide, c'était la meilleure option. Il est maintenant rendu au moment où il va déterminer comment il va passer à l'acte. Alors, c'est à cette étape-ci que l'élaboration du plan, qu'on nomme le COC, va se faire. Et lorsque le COC va être complété, malheureusement, on va se retrouver à passer à l'acte. Alors ici, c'est une recherche de moyens pour se suicider. Alors, le patient va peut-être penser par pendaison, par empoisonnement, un suicide médicamenteux. Ça pourrait être un accident volontaire avec la voiture. Ça peut être n'importe quoi. OK? Arme à feu. Et malheureusement, il va y avoir le passage à l'acte. Alors, quand le patient est rendu dans le passage à l'acte, ben, c'est soit lui qui vous appelle ou c'est l'entourage qui va vous appeler. Là, malheureusement, ben, vous allez probablement être obligé de faire des manœuvres de réanimation. Donc, ceci clôt pour la schématisation. Alors, pour pouvoir faire l'évaluation du plan suicidaire, le COC est le meilleur moyen. Alors, le COC, c'est l'abréviation pour le comment, le où et le quand. Donc, vous pouvez poser les questions suivantes. Par exemple, pour le comment, est-ce que vous savez comment vous voudriez vous suicider? Est-ce que vous avez déjà déterminé où vous allez vous suicider? Puis le quand, ben, est-ce que vous avez déterminé déjà quand vous voudriez vous suicider? L'important, c'est quand vous faites l'évaluation du COC, de ne pas être gêné, de poser des questions claires et directes. On l'a vu tout à l'heure, le fait d'en parler, ça n'incite pas nécessairement le patient, mais vous, ça vous aide à avoir une évaluation qui est claire et non ambiguë. Comment intervient-on auprès d'une personne suicidaire? Alors, premièrement, assurer la sécurité, la vôtre et la leur. Donc, comment vous pouvez assurer la sécurité? Dans la mesure du possible, retirer les objets qui sont potentiellement dangereux. Retirer les objets dangereux. On parle d'objets dangereux ici. Ça pourrait être des objets pointus, contondants. Ça pourrait être les médicaments, drogue, etc. Ne laissez jamais votre patient sans surveillance.
c'est-à-dire gardez toujours un contact visuel avec lui, ne le laissez pas circuler d'une pièce à l'autre sans être constamment à ses côtés. Si vous avez un doute sur la possibilité qu'il puisse cacher des objets sur lui qui pourraient menacer votre sécurité ou la sienne, demandez au policier qu'il procède à une fouille. Deuxièmement, procurez de l'espoir. Les patients n'ayant aucun espoir d'améliorer leur situation actuelle en viennent qu'à croire que la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Posez des questions ouvertes telles que comment vous réagiriez si tout à coup tout allait mieux? Okay? Donc, ce type de questions-là force votre patient à adopter une vision qui est plus positive de la vie. Vous pouvez également, troisièmement, semer le doute. Alors, très rares sont les personnes qui pensent se tuer sans éprouver un minimum d'ambivalence face à cette idée. Il faut se rappeler que l'individu veut cesser de souffrir et non vraiment mourir. Donc, en faisant ressortir l'ambivalence entre la mort et la vie, vous semez le doute. Il y a 4 sphères dans lesquelles vous pouvez semer le doute. Alors, la première, c'est les projets et les activités à court terme. Comme par exemple, vous pourriez demander toujours des questions ouvertes. Qu'est-ce que vous aimeriez faire avant de mourir? Okay? Alors, ça va amener votre patient dans ses dernières volontés, donc dans quelque chose peut-être de plus positif, peut-être que c'est un voyage, rencontrer une personne qu'il n'a pas vue depuis très longtemps. Alors, vous semez le doute en lui disant, ben, si vous vous suicidez ce soir, ben, ce projet-là, vous ne pourrez pas le réaliser. Puis ça semble être un projet intéressant qui vous tient à cœur. Donc là, vous venez de semer le doute sur un projet à court terme. Vous pouvez également semer le doute auprès des personnes qui sont significatives pour lui. D'accord? Qu'il ne voudrait pas laisser décevoir ou choquer. Alors, toujours une question ouverte. Alors, qui est la personne qui est le plus chère à vos yeux? Bon, si par exemple, c'est ma fille. Bon, comment vous pensez que votre fille réagirait si, en sortant d'ici, je lui annonçais que vous êtes décédé? Donc, allez semer le doute que finalement, peut-être que ça créerait énormément de peine à sa fille, puis c'est pas nécessairement ce qu'il veut faire aussi. Okay? Donc, vous semez le doute avec les personnes qui leur sont significatives. Ça pourrait aussi être avec les projets à long terme. Donc, par exemple, ça pourrait être question ouverte à la retraite. Qu'est-ce que vous aviez décidé de faire? Est-ce que vous aviez des projets par rapport à des voyages, à des activités, une entreprise? Donc, allez questionner par rapport à ces projets-là. Ça pourrait être aussi tout simplement par rapport aux petits-enfants. Beaucoup de personnes ont déjà manifesté « Ah, j'aurais aimé ça, pouvoir voir mes petits-enfants grandir. » Ben, c'est un projet long terme. Si vous partez aujourd'hui, ben, malheureusement, vous ne pourrez pas voir vos petits-enfants grandir, puis vous ne pourrez pas leur apporter tout le support et l'expérience que vous avez acquéri au cours de votre vie. Fait que vous venez semer le doute comme quoi qui sont importants aussi par rapport à leurs petits-enfants. Fait que c'est des projets qui sont plus long terme. Et quatrièmement, vous pouvez venir semer le doute auprès de leurs convictions. Alors, ça pourrait être des convictions ou des valeurs personnelles, religieuses ou culturelles. Donc, question ouverte. Comment vous voyez le suicide? Donc, ils vont peut-être vous manifester, ben écoutez, moi je suis très religieux, puis je sais que si je me suicide, ben je ne vais pas aller au paradis. Bon, ben comment vous voyez le fait de ne pas aller au paradis? Donc, vous semez le doute à travers cette quatrième sphère-là. Donc, c'est la façon que vous pouvez intervenir auprès des patients et rajouter auprès de votre relation d'aide. Alors, ceci met fin à la capsule éducative sur le suicide. Toutes les informations partagées dans cette capsule peuvent être retrouvées dans le livre suivant, Thompson, Marie, Soins infirmiers, psychiatrie et santé mentale, Saint-Laurent, aux éditions IRPI 2004.